Quand je vois les jeunes, qu'est-ce que tu veux? Ils ont la chance de pouvoir être amoureux. Tu te rends compte, la chance? Je sais ce que c'est que d'être sans papier. Je sais ce que c'est que d'être pourchassé. Je sais ce que c'est que l'arrestation. Je sais ce qu'était Auschwitz et Ravensbrück. Oui, Bonjour Génia, c'est Thierry. oui, bonjour. Je connais Génia depuis mon enfance. Elle et son mari étaient des amis de mon père. J'ai repris contact avec elle il y a quelques années lors de mon retour à Nevers. Au fur et à mesure de nos rencontres, j'ai ressenti le besoin de filmer nos échanges pour elle, pour moi, pour nos familles et pour vous tous. Alors Génia, peux-tu nous rappeler et quand et puis dans quelle famille tu es née? Alors, moi, je suis née le 10 décembre 1923 à Varsovie. Et pourquoi Varsovie? Parce que mon père est originaire de Biélorussie et du fait de la répression anticommuniste et antisémite à l'époque, il a décidé d'émigrer. Alors, il est né en 1900, donc au moment de la Révolution, il avait 17 ans. Donc il y a participé, bien sûr, mais du côté bolchevique, bien sûr. Et la révolution ne s'est pas faite du jour au lendemain comme ça. Ça a duré des années, tu vois, avec des famines, avec des contre-révolutions. Et là, quel était son rôle? Quel a été Alors, c'était un simple militant, un jeune militant, fermement attaché à la cause des Rouges. Comme ils étaient enfermés dans des ghettos, c'est plutôt une vie culturelle et intellectuelle qui s'est développée, alors que l'autre côté de la population était analphabète dans une grande mesure. Et là, tu parles de quelles années? Donc, depuis 1900 jusqu'à 1917. Et donc ton père, c'est dans cette ambiance? C'est dans ce milieu-là qu'il est premièrement devenu complètement athée et deuxièmement qu'il a été acquis à ses idées révolutionnaires. Donc il avait déjà un mouvement très important en Russie, donc par à coup dans les pays baltes, si tu veux, de la révolution de 1905. Il y a eu des révolutions successives en Russie, mais ce n'étaient pas des révolutions populaires, c'était des révolutions comme la Révolution française, des révolutions bourgeoises. Hein. Alors qu'en octobre 17, C'était d'abord l'armée l'armée qui en avait marre, parce qu'il faut voir dans quelles conditions les soldats russes vivaient. C'était un pain et un oignon comme nourriture, hein. Rien d'autre. Hein. Tu vois, c'était très dur. Donc, et puis alors l'usure de cette guerre énorme a fait que c'est l'armée qui a flanché. Et donc les idées révolutionnaires ont pu se propager beaucoup plus rapidement. Et bon, il y a eu la formation de l'armée rouge par Trotsky. Et donc mon père a continué à militer parce que moi je suis née en 23. Tu vois, en Allemagne, on sentait quand même les prémices d'Hitler. Hein. déjà, bien sûr, Tu qui vois, se mettait en place. ça se mettait en place. Hein. Et moi, je suis très attachée à la Belgique. C'est un petit pays. On a été accueillis. Je ne me suis jamais sentie étrangère ou une idée religieuse ou quoi que ce soit, jamais.
C'était premièrement un milieu très très laïque, très laïque. Donc, il y avait Même- plusieurs nationalités. Beaucoup, beaucoup de nationalités, même un peu genre calotte anticurée, tu vois. Et c'était un milieu, moi j'ai un souvenir de l'enseignement en Belgique, mais autrement plus progressiste qu'en France. Et tes parents, ils parlent quelle langue Alors mon père parlait russe, polonais, il a appris le français très très rapidement. Tu sais que ces gens de l'Europe centrale ont une adaptation aux langues étonnante, vraiment étonnante. Hein. Ça a En pas 6 été- mois de temps, mon père parlait le français et le flamand à la perfection. Et ta mère? Et ma mère un peu moins rapidement, parce que c'était une femme au foyer, tu vois, elle ne sortait pas beaucoup. Donc elle te parlait peut-être pas français à toi? Alors, elle me parlait en yiddish. Ah bon, Elle me parlait en yiddish, oui. d'accord. Mais je ne le parlais pas, je ne pouvais pas le parler. Mais tu le comprenais Je le comprenais, parfaitement bien. oui, oui, oui. Et aujourd'hui encore, tu pourrais... Non, malheureusement, je le regrette. Je le regrette beaucoup parce que c'est une langue qui a disparu. Je regrette beaucoup de ne pas avoir, du fait de mon athéisme, tu vois, avoir du recul sur tout ça. Alors, Je le regrette. dans ton oreille de petite fille, il y a quand même du russe, il y a Du russe, yiddish, il y a du français. yiddish, il y a du polonais parce qu'on fréquentait beaucoup de polonais. Et à l'école, avec mes camarades, je parlais souvent le flamand. Parce que D'accord, Bruxelles était bilingue, français et flamand. d'accord. Tu vois, donc j'avais un mélange de langues incroyable. Hein. Après, ton petit frère est arrivé, donc... Oui, 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 il est arrivé. T'avais quel âge? Oui, et je devais avoir 5-6 ans, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était le bonheur aussi. Oui, 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 une famille très, très unie. Mon père gagnait bien sa vie. Ma Qu'est-ce mère. qu'il faisait ton père alors? Alors, il était employé dans une grande maison qui faisait de l'exportation pour le Congo belge. Parce qu'il y avait énormément de mines. Tu sais, toute la richesse du Katanga, du Congo belge, c'était incroyable. Le port d'Anvers, enfin tout ça. Les diamants du Congo. Et pendant ces années-là, ta maman, elle fait quoi? Elle ne travaillait pas. Mon père gagnait très bien sa vie. Il avait un très très bon salaire. Donc, à l'époque, une femme au foyer, elle compensait. Elle avait un rôle social. Oui, Tu ça. comprends? Elle faisait tout. Donc, on a eu une famille très très heureuse. Mon père militait beaucoup. Ma mère, elle n'était pas. Ma mère aimait beaucoup beaucoup lire. Elle était associée dans beaucoup d'associations culturelles. Elle s'en occupait beaucoup. Et du fait que mon père militait, j'ai toujours été très très impliquée dans l'histoire. Je ne concevais même pas qu'on pouvait vivre de l'autre côté indifféremment, tu vois, sans esprit militant. J'ai aucun mérite, rien du tout. C'était inné. Après arrivent doucement les années 30, et là, je crois que vous commencez à Alors Bruxelles. là, vous- dès 1900, même déjà un peu avant 33, 32, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont partis d'Allemagne, qui ont fui, voyant arriver le danger. Donc il y avait déjà, tu vois, un embryon d'accueil pour tous ces... Il y avait à ce moment-là une organisation internationale, le Secours Rouge International, qui s'est monté, mais vraiment international, comme le Secours Populaire, si tu veux, mais plus politique. Beaucoup, c'était pas pour alimenter les gens sous-alimentés, c'était vraiment pour accueillir les réfugiés. Et ça, je me le souviens depuis ma plus tendre enfance, parce que Vous contrairement... hébergiez des gens à la maison vous... Oui, 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 contrairement à ce qui se passe maintenant, premièrement, c'était pas très bien vu. Ne t'imagines pas que à la frontière, les frontières étaient ouvertes pour accueillir ces gens. C'était très très mal vu. Tu vois. Et puis, il n'y avait pas de fonds, il fallait collecter les fonds. Et puis, il n'était pas question que ces gens aillent au restaurant ou dans des cantines. On les recevait dans les familles. Ils étaient reçus dans les familles, ils vivaient la vie des familles. Et là, tu as des souvenirs un peu précis de ces personnages que vous Ah avez oui, accueillis absolument. des- Nous, on a accueilli beaucoup, beaucoup de communistes allemands qui, dès 1933, ont fui.
je me souviens très bien. Et ils sont partis, pas précipitamment, mais ils sont tous partis ensemble dans les brigades internationales En au moment 36. en 36. Et ton père n'a pas été concerné par éventuellement un départ en Espagne? Non, 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 du tout. Il avait vraiment affaire en Belgique. Et je me souviens très bien, pour les collectes de fonds, il y avait des cafés particuliers où les juifs immigrés jouaient beaucoup. Tu sais, comme dans les milieux chinois, Ah oui. il y a beaucoup de joueurs. Hein. C'était exactement la même chose. Et on allait collecter, et j'accompagnais mon père régulièrement dans ces milieux-là. Mais je me souviens, j'étais très très bien accueillie, on m'embrassait. Mais c'est curieux, je n'ai pas un souvenir d'un seul refus. Bon, et 36, j'imagine que, alors toi, tu es adolescente, là, tu as 13 ans. Et j'avais 13 ans, oui, donc Tu as tu dû vois, être enthousiaste par... j'étais très 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 au courant. Mon père lisait l'Humanité, ma mère elle lisait la presse nouvelle qui était un jour l'Humanité en yiddish. Ah bon? Oui, édité en France. Hein. édité en France et qui arrivait à Bruxelles par le chemin de fer. Donc on avait toute la presse française et puis on était absolument tout à fait au courant. Et puis au moment des grandes grèves de 36, on est venu en solidarité à Paris avec les grévistes. Là, tu y étais aussi. J'avais 13 ans, je m'en souviens très bien. Je ne me souviens que des manifestations, que des récoltes d'argent, que les gens chez nous. Mais c'était continuellement, tu vois, une effervescence Il n'y quotidienne. avait pas de week-end, il n'y avait pas de dimanche. Non, il y du avait tout, pas du de- tout, ouais. du tout. Mais il t'a pas laissé aller au bout d'une scolarité secondaire normale? Ben, c'est la guerre qui a arrêté ma scolarité. Et alors là, vous retrouvez votre appartement que gentiment des voisins... Parce que nos voisins à côté, c'était un magasin de mécaniciens de machines à coudre. Il a vraiment surveillé, tu vois, quand nous sommes revenus, nous avons était- tout trouvé intact, tous les vêtements, l'argenterie, enfin tout ce que nous avions. Donc nous nous sommes installés. Nous avons repris contact avec les copains que nous connaissions avant d'être partis. Et là, tu ne le savais pas, mais c'était les derniers mois... Oui, C'était les oui, oui, derniers mois parce, où oui, tu allais passer avec absolument, ton parce papa. que forcément les archives de la police ont été toutes mises en route et on a pratiquement ramassé tous ceux qui étaient connus avant-guerre comme militants communistes, comme militants du Secours Rouge International et comme militants qui avaient recueilli les antifascistes et allemands et espagnols. Ouais. Donc mon père a été immédiatement arrêté. Donc ça suffisait pour être arrêté? Ah oui, 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 En ça rien. s'appelait les préventifs. Donc il a été arrêté À quel mois? comme responsable. Tu te rappelles? Alors ça devait être en 41, 42, ça devait être vers fin 41, Hiver. tout début 42. Tu vois, ça s'est succédé très très rapidement. Hein. Et ils sont venus le chercher. Ils sont venus souvenir le tu as chercher. de l'arrestation? Mais il a été, non, comme, préventivement si tu veux, mais il a été présenté à un tribunal militaire et il a été envoyé en prison en Allemagne, pas comme juif, mais comme communiste et responsable des organisations anti-nazis, si tu veux. À partir de là, vous perdez sa trace. On a pu lui écrire, lui envoyer des colis régulièrement. Il avait été condamné à plusieurs années de prison, il est parti en Allemagne. Et on a toujours pu correspondre, mais quand nous avons été arrêtés en 1943, il était toujours en prison. Et là, nous étant arrêtés, tu comprends, on n'a pas pu écrire, on n'a pas pu... Alors oui, là on a passé une étape parce que d'abord, donc, à l'hiver 41-42, lui se fait arrêter. Et là, donc... Et en 42, il a été arrêté fin 41, début 42.
Et ma mère et moi, on a déménagé immédiatement parce qu'on savait quand il y avait quelqu'un d'arrêté, la famille en réalité suivait le même cas. Donc avec l'aide de la résistance, on a eu des faux papiers et nous avons déménagé. On Vous nous êtes a passé trouvé en un local, tu vois, souterrain. en souterrain. Puis pour vivre clandestinement, tu sais, c'est pas marrant. C'est la période la plus dure de... Quand j'ai été arrêtée, c'était presque une délivrance, À ce moment-là. tellement que c'est difficile. Et puis pour être dénoncée bêtement par un jeune que je connaissais très bien et qui m'a croisée dans la rue, qui était au service de la Gestapo. Il a arrêté la voiture et puis il a dit au chauffeur, vous pouvez l'arrêter. Je connais bien la famille et je suis certain qu'elle a des faux papiers, effectivement. Donc j'ai été arrêtée et puis j'ai été emmenée en prison. Et je suis restée à peu près 15 jours en prison, mais sans torture, sans choses comme administratives et puis déportée, si tu veux. Mais comme j'ai entre-temps que ma mère a été arrêtée parce qu'elle travaillait dans un atelier de couture, il fallait bien gagner sa vie, hein. Tout l'atelier a été rasé, tout l'atelier a été arrêté et elle était au camp de rassemblement pour la déportation. Alors j'ai dit simplement au responsable de mon dossier, écoutez, ma mère est à Malines, elle Oui, est parce appelée que, à être déportée. en fait, pour comprendre, vous êtes arrêté concomitamment à quelques jours ou même à Oui, quelques à heures d'intervalle. à la même période, oui, à la même période à peu près. Et alors, j'ai demandé à la rejoindre, et puis ne demandait pas mieux, ça débarrasser une place en prison, et puis eux, ils savaient certainement la destination, et j'ai rejoint le camp d'internement la veille du départ de du convoi. Et le lendemain, je suis partie avec ma mère. Or, mon convoi, c'était un convoi exceptionnel, c'était le 20e convoi, et c'est un convoi où il y avait des résistants avec des juifs, et il y avait des juifs résistants, il y avait les deux, ils étaient en concordance avec la résistance, et c'est le seul train de déportation qui s'est arrêté un peu avant la frontière allemande, et les wagons ont été ouverts. C'est-à-dire que les cheminots, au départ du train, n'ont pas, du train de Belgique, n'ont pas, tu vois, ont laissé les manettes libres, si tu veux. Les portes n'étaient pas fermées. Pour tous les wagons ou pour quelques Non, wagons non, pour seulement? quelques wagons. Dont le mien et puis quelques autres wagons où il y avait beaucoup de copains des brigades internationales qui, eux, avaient été internés dès 1939. Et il y a eu 200 évasions sur les 200. Il y a eu les 3/4 qui ont été fusillés sur place, dans la fuite. Il y a eu beaucoup de morts. Et quelques-uns ont pu s'échapper. Et ça, tu as assisté donc à cette, Oui, évasion oui, et donc à ces oui. fusillades? Ben oui, parce que le train stoppait. Tu vois, le train n'a pas continué. Quand il y a eu ces fusillades, les gars qui sautaient des trains. Et mon wagon était ouvert aussi. Donc de ton Il y en wagon, a il y a des gens? oui, quelques-uns qui ont sauté. Mais tu sais, un wagon à Bestiaux, c'est cette hauteur-là. Il faut sauter. Hein. Donc ça te fait une hauteur vertigineuse. Et ma mère n'a pas voulu sauter. Elle m'a dit non, c'est trop haut, je ne veux pas sauter. Et comme on ne savait pas où on allait exactement, non. Et en même temps, Et je ne voulais pas sauter et puis laisser ma mère. Ouais, tu n'allais pas faire ça. Et en même temps, vous avez vu donc les gens qui sautaient, qui se faisaient tirer dessus. Tu vois, tout le convoi a été arrêté. Quand les premiers ont sauté, les ont immédiatement stoppés parce qu'il y avait certains wagons où il y avait un mirador sur le wagon à Bestiaux. Donc eux, ils dominaient la situation. Tu vois, donc le train est immédiatement stoppé. Puis alors les canonnades, les tués sur le ballast, tu vois. C'est le seul convoi qui a été attaqué. Forcément, sur les miradors, tu comprends, ils pouvaient tirer comme de lapin, si tu veux. Hein. Oui, oui. Avec deux mitrailleuses en tir croisé, ils ne pouvaient pas en échapper. Mais enfin, ils risquaient le tout pour le tout. Bon, et puis alors, l'arrivée à Auschwitz, c'était comment? Avant l'arrivée, tu m'as raconté cette vision incroyable de la traversée de l'Allemagne pavoisée de. Ah oui, c'est le 20 avril, je me rappelle comme si c'était hier. C'est hein. le 20 avril. Le 20 avril, c'est l'anniversaire d'Hitler. d'Hitler. Mais alors, une marée. Hein. Tu vois, le convoi prenait des voies secondaires pour ne pas passer dans les gares. On n'est jamais passé dans une gare, d'ailleurs. Même en secondaire, tu voyais les villages.
on croisait les villages, pas de grandes villes, mais rouge, rouge sang. Des drapeaux rouges accrochés aux Avec maisons. la croix gammée, ah oui, oui, oui. Alors imagine-toi quelqu'un qui n'aurait pas voulu mettre un drapeau. Ben, il était immédiatement repéré. Hein. Alors la résistance n'était pas facile en France, imagine-toi en Allemagne. Donc le convoi est arrivé à 6 heures du matin. Il y a eu un silence immédiat parce que nous ne savions absolument pas où nous étions. Les portes se sont ouvertes et immédiatement les cris « Raus, schnell, absteigen » et immédiatement on a vu des SS avec des chiens et immédiatement les cris, les bouleversements. Le convoi, il y avait quand même des femmes, des enfants, des personnes âgées, des invalides, des jeunes, toutes complètement mélangées. Nous étions à peu près 1500 personnes. Donc un très très grand convoi. Et avec les bousculades et l'angoisse, les premiers sont arrivés à sauter normalement sur le ballast, sur le quai. Mais les autres sont tombés sur ceux qui ont sauté. Ça faisait un mélange incroyable, rien qu'à la descente déjà. Et avec les cris, c'est là qu'on a vu les premiers déportés. On a vu des hommes donc avec des calerons, des vêtements rayés, donc en gris et en bleu. Et nous nous sommes regardés les uns les autres. On a essayé de se relever de ceux qui étaient tombés du wagon, parce que les wagons bestiaux, c'est excessivement haut et c'était très difficile à sauter. Et alors, tant bien que mal, tout le monde s'est rétabli. Et puis alors, avec des haut-parleurs, on a entendu des sons en disant « Laissez vos valises, laissez tout ce que vous avez, vous les retrouverez demain là où vous serez. Tout vous sera restitué. » Et effectivement, les valises étaient plus ou moins, il y avait plus ou moins d'étiquettes. Nous nous sommes rangés, on nous a dit de ranger en longue file, en rang par 5. Et le moment où nous avons pris connaissance où nous étions, un endroit terriblement sinistre, pas un arbre, pas un oiseau. Donc nous étions au mois de fin avril, théoriquement en pleine campagne comme ça, il devrait y avoir un peu de vie, là non, tout vraiment sinistre, une odeur pestilentielle que nous ne savions pas dire d'où cela venait. On s'est regardé à gauche, à droite, on a vu un mur noir, de briques, mais déjà noirci, un grand porche avec un mirador au-dessus du porche. De l'autre côté de la voie, une très très longue file de camions. Et dans le fond, très loin, derrière ce grand mur, on a vu des cheminées énormes. Avec une cheminée, le feu sortait de la cheminée. Et alors, comme nous étions sur le quai, et là, c'est à ce moment-là qu'on a entendu les femmes, les enfants, les vieillards, ceux qui ne peuvent pas marcher, traverser la voie et monter sur les camions. On a vu les premiers camions partir. Ils sont revenus à vide. Les gens de mon convoi sont remontés dans le camion. Les SS sont passés dans les rangs et on dit en rang par 5, ceux qui restent comme femmes, enfants, vieillards continuent à monter dans les camions. Alors les plus jeunes du convoi, les SS sont repassés, voir si vraiment il n'y a plus d'enfants, plus d'invalides, plus de personnes. Et ceux qui restaient sur le quai, donc en rang par 5, c'est là qu'on a séparé les jeunes femmes des jeunes hommes. Donc nous avons attendu, et entre nous on a discuté, mais où sommes-nous, où ça peut bien être. Et alors, comme on s'accrochait au dernier espoir, à la dernière minute, certains disaient
Oui, mais ça ne peut pas être tellement terrible, puisqu'il y a des camions de prévus pour que les gens n'aient pas à marcher, parce que ces camions, immédiatement, entraient sous cette énorme Porsche, et puis on les perdait de vue. Et d'autres disaient, oui, mais il y a des grandes cheminées, c'est qu'il y a des usines. Et puis on sait que les Allemands ont besoin de main-d'œuvre pour faire tourner leurs usines. Et puis ce qui nous mettait à la puce, quand même, à la puce à l'oreille, c'est cette énorme odeur, cette épouvantable odeur. Sur ces entrefaits sont arrivés des hauts gradés SS. Ils ont regardé les femmes d'abord, les hommes après, et entre ceux qui restaient comme femmes, ils ont choisi 100 jeunes femmes, les plus jeunes. Donc ils sont passés dans les rangs et ils ont dit toi, vous, mettez sur le côté. Ils ont choisi 100 femmes qu'ils ont mis sur le côté. Ils en ont fait avec les 100 jeunes gens qui étaient parqués également. Les 100 de mon convoi, donc nous nous sommes retrouvés toutes jeunes, on s'est mis en rang par 5, sont arrivées des femmes SS qui nous ont encadrés et qui nous ont dit « marche, vorwärts, marche, en avant, marche ». Donc nous avons marché, nous avons fait 3-4 kilomètres et nous sommes arrivés dans un endroit qui nous semblait absolument pas du tout terrifiant, avec des beaux blocs, des allées gravillonnées, quelques plantes, quelques géraniums, absolument pas terrifiant. Alors nous nous sommes dit, bon ben c'est un camp de travail, on va venir travailler. Ils ont choisi les plus jeunes pour travailler et ils nous ont conduits au fond de... Il y avait un Porsche avec Arbeit macht frei, le travail rend libre, dont nous avions été un peu confortés dans cette idée que c'était vraiment pour venir travailler. Donc nous nous sommes ressaisis et les femmes SS nous ont conduits dans cette grande baraque en bois où il y avait marqué désinfection, donc nous trouvions ça tout à fait normal. Et alors c'est à ce moment-là que les femmes SS nous ont dit « vous vous déshabillez complètement ». Vous mettez tous vos vêtements, vos bijoux, tout ce que vous avez dans le coin, et vous attendez. Donc nous étions toutes nues, et nous attendions les 100 femmes de mon convoi. Sont arrivés 2 prisonniers allemands âgés, très âgés, et nous avons vu que sur leur uniforme, ils avaient un coin vert. Nous ne savions pas ce que ça signifiait, nous l'avons su par la suite. C'était 2 personnes âgées, des hommes âgés, et ils sont venus avec des tondeuses, on nous a mis en file indienne et ils nous ont rasé le crâne, mais comme le doigt de la main. Et lorsqu'ils ont eu fini, c'était des Allemands, les 2 prisonniers. On a pu parler un petit peu, on leur a dit, comme on était en file indienne, où sommes-nous? Mais ils ne nous ont pas parlé, ils ne nous ont rien dit. Ils sont partis, ils sont arrivés d'autres jeunes, 3 jeunes Slovaques, avec... des porte-plumes, mais très très rudimentaires, avec 3 fines plumes. Vous savez, comme ce qu'il y avait à l'époque des plumes sergent-major très très fines, liées grossièrement avec une ficelle, et ils avaient un petit encrier avec eux. Donc les femmes SS nous ont dit, vous allez vous mettre en rang par 3, et on va vous donner un tissu avec un numéro dessus, que vous présenterez aux tatoueurs, donc. On ne savait pas que c'était des tatouages. Donc nous nous sommes présentés devant ces jeunes gens. Or, les femmes SS, elles en avaient marre de nous surveiller. Et elles se sont mises dans un coin près de nos vêtements. Et il me semble certainement que les bijoux qu'on avait abandonnés devaient certainement attirer leur attention. Elles ont commencé à bavarder avec elles. Et nous attendions que ces jeunes Slovaques nous tatouent sur le bras le numéro qu'on nous avait distribué en tissu. Et comme c'était assez long du fait du tatouage pointillé, nous avons pu discuter longuement avec ces jeunes gens qui étaient slovaques et qui parlaient allemand. Donc celles parmi nous qui parlaient allemand pouvaient discuter avec eux, et je parle encore l'allemand d'ailleurs. Donc j'ai pu leur demander tout de suite
Mais où sommes-nous? Où sont partis la première des choses qu'on leur a demandé, où sont partis les camions? Parce que les gens qui sont montés sur les camions, nous en connaissions certains. Nous avions vu les enfants. Et c'est eux qui nous ont dit, bon, vous savez, là où ils sont partis, dans le fond, vous êtes à Auschwitz, le camp où le train s'est arrêté, c'est Birkenau, et le camp d'extermination est Birkenau. On a bien vu des cheminées, donc c'est qu'il y a des usines. On s'accroche au dernier espoir. C'est là qu'ils nous ont dit non. Ce pas des usines, ce sont les fours crématoires. On n'avait jamais entendu parler de fours crématoires, ni de chambres à gaz. Il y avait bien quelques allusions à la radio de Londres quand on écoutait clandestinement. Mais entre ce qu'on peut dire chambre à gaz, qu'est-ce que ça peut représenter pour un être normal qui est chez soi et qui écoute? Comment peut-il s'imaginer? On savait qu'il y avait des atrocités terribles au ghetto de Varsovie, en Pologne. On savait tout ça, que les massacres en Russie. Mais de là à s'imaginer, et c'est là qu'on a compris qu'un transport de 1500 personnes peut, en une demi-heure, être ventilé, catégorisé, partir sur les camions avec une ronde automatique des camions vides et qui repartaient pleins. En 1 heure du temps, voilà qu'on peut exterminer. Et c'est à ce moment-là, vraiment, que l'on a pris conscience d'où on était. Mais on ne savait pas qu'on était en Silésie, on ne savait absolument, c'était encore très très flou, très flou. Le numéro qui m'a été tatoué sur le bras gauche, donc c'est le 42 576, je dis encore à la belge, hein, 76 pour moi, 80 ans passés, mais ça ne fait rien. Oui, parmi les 100 jeunes femmes, ma mère a été sélectionnée également. Elle avait 38 ans à l'époque. Elle était mince, petite comme moi, donc le médecin SS l'a considérée comme jeune, si tu veux. Et lorsque nous avons été... Le tatouage, je me rappelle toujours, elle pleurait à chaudes larmes. Mais je dis, pourquoi tu pleures? Elle me dit, tu te rends compte, on t'a coupé de si beaux cheveux. Elle pleurait mes cheveux. Alors que mes amies qui étaient très jeunes, elles riaient avec moi parce qu'elles me disaient, tu vois, comme tu es, on pense que tu es un garçon. Avec la tête rasée comme ça, on ne te reconnaît absolument plus. Alors pour les plus jeunes, c'était une plaisanterie, et pour ma mère, c'était une douleur vraiment, vraiment douloureuse. D'une minute à l'autre, se voir rasé comme ça, et il est certain qu'on était vraiment méconnaissables. Et ma mère, elle en pleurait à chaudes larmes, alors qu'elle était elle-même rasée et dans les mêmes conditions. Et comme il n'y avait pas eu assez de tenues rayées, lorsque nous sommes arrivés, on a reçu pendant 15 jours, on a reçu des tenues de prisonniers soviétiques qui étaient enfin, des uniformes très tachés. Et nous avons traversé le camp, qui nous a paru tout à fait convenable. Et nous sommes arrivés presque à la limite du camp, un grand bloc, où toutes les fenêtres étaient cloîtrées avec des planches, mais des planches clouées en biais, de manière à ce que le jour puisse paraître sur le dessus. Mais toutes les fenêtres étaient complètement... donc nous sommes rentrés dans ce bloc. Il y avait déjà des femmes avant nous, d'autres nationalités, et on nous a donné un lit, c'était des chalets à 3 étages, nous avions chacun un lit, et nous étions dans un état inutile de vous dire quand on a su où les camions étaient partis, ça a été épouvantable. Il y a eu des scènes de désespoir terribles.
Petit à petit, il a bien fallu se calmer. Et on nous a laissés comme cela pendant quelques heures. Et après, nous avons reçu une distribution de tisane avec notre ration de pain, des toutes petites rations de pain. Et nous avions très faim et ça nous a semblé très très bon. Et avec le pain, nous avons reçu une cuillère de confiture. Et c'était la ration donc pour notre journée, puisque la soirée était arrivée. Donc nous avions sur ces chalets du bois, et puis une paillasse, très très petite paillasse avec un peu de paille, mais une paillasse dans un tissu synthétique, il n'y avait plus de tissu, c'était moitié papier, moitié tissu, et une couverture militaire, des couvertures brun-marron très foncées. Donc nous avons chacun pris notre place. Inutile de te dire qu'on n'a pas beaucoup dormi. Et puis le matin, nous avons attendu. Nous sommes restés comme ça 2-3 jours. Et puis un beau jour, l'appel. Donc nous descendions le matin, nous nous rangions à l'appel au centre de ce bloc. On nous comptait régulièrement, comme si on pouvait s'évader. Et un jour, pendant l'appel, des médecins des SS sont arrivés. Nous avons reconnu que c'était des SS haut gradés avec leurs décorations, leurs médailles et leurs étoiles, bien sûr. Ils nous ont regardés comme si on était du bétail, mais vraiment regardés sous toutes les faces. Et la femme SS est intervenue en nous disant « On va vous partager en 3. Faites bien attention. Vous appartiendrez le premier groupe au docteur Glauberg, le deuxième groupe au docteur Schumann et le troisième groupe au docteur Wirth. Faites attention, ne vous mélangez pas. Si vous vous mélangez, vous partez immédiatement à Birkenau d'où vous êtes venu. Immédiatement. Donc faites bien attention. » Donc on s'est regardé entre copines, on s'est dit, bon, écoute, on fait partie du même groupe, on s'est regroupés comme ça, et nous sommes restés quelques jours à attendre comme ça. Sans savoir exactement, absolument ce qu'il en était. Et c'est après qu'on commençait, par exemple le docteur Glauber, que lui, il a ses filles qui lui étaient réservées. Il a fait des examens gynécologiques et puis des injections chimiques. Le docteur Wirth, c'était quelque chose tout à fait à part. Il faisait des études sur le col de l'utérus. Donc c'était une étude gynécologique tout à fait à part. Et le troisième groupe, c'était le docteur Schumann. Le groupe auquel j'appartenais, c'était un officier de la Luftwaffe avec une tête de brute finie, mais de brute finie qu'on ne pouvait même pas, on n'avait pas le droit de regarder. On nous avait dit avant, ne regardez pas un SS. Vous êtes vraiment des Untermensch, des sous-hommes, vous n'avez pas à regarder un SS. Donc, le docteur Schumann, il nous a regardés sur toutes les faces, et puis il n'a rien dit, il est parti. Les femmes SS nous ont dit, surtout le groupe Schumann, faites attention, ne vous mélangez pas aux autres quand il y aura un appel. Quelques jours se sont passés. On s'est accommodé comme on a pu, on s'est organisé comme on a pu, on a discuté avec les autres femmes. On a immédiatement dit, bon, ben, il faut quand même faire quelque chose, il faut résister, on va pas se laisser aller, il faut voir quand même, ce qui nous a sauvés, c'est que la guerre était déjà complètement changée. Moi, j'ai été déportée en avril 1943. Or, en avril 1943, la bataille de Stalingrad avait eu lieu
en décembre 42 et janvier 43, et on connaissait la débandade inimaginable de l'armée allemande. Donc on savait, et puis par les tracts de la résistance, par les journaux clandestins, par les radios, nous savions la débâcle énorme qu'il y a eu à Stalingrad. Donc l'espoir qui s'est immédiatement propagé, on se dit, bon, comme on dit maintenant, on va voir le bout du tunnel. Mais c'était quelque chose, une résurrection, pour ainsi dire. Parce que jusque-là, l'armée allemande avait volé de victoire en victoire. Quand vous pensez que la France, quand même, en 18 jours, la France a capitulé. 18 jours. Alors, comme les premières expériences, et qu'on ne savait pas ce que c'était, les premières expériences du docteur Glauberg, et puis la famine qui s'est installée, et puis la sous-nutrition, beaucoup de femmes ont gonflé. Et il y a une chose qui a été catégorique du jour de l'arrestation, les règles se sont immédiatement arrêtées. Donc il y a eu des femmes qui ont vite grossi, du fait de pas de règles, la sous-alimentation fait que... Alors on s'est dit, les femmes qui ont gonflé comme ça, eh ben, il y a quelque chose, eh bien c'est de la maternité artificielle. On pensait que dans notre idée, comme elle grossissait, on se disait, bon, les injections, c'est une histoire d'avoir des enfants. On était complètement ignorantes. Mais du fait de ce grossissement, du fait de la faim, du fait de l'arrêt des règles, eh ben on s'est dit, c'est ça. Ils font des essais de maternité artificielle. Lorsque nous avons vu le docteur Schumann, un jour, il nous a fait descendre, nous les 30 femmes de son groupe, et nous sommes partis à pied à Birkenau. Parce que Birkenau, il avait son installation radiologique à Birkenau et non à Auschwitz. À Auschwitz, il n'y avait pas de place dans le bloc pour ces appareils qui étaient assez conséquents. Rudimentaires, mais très conséquents. Donc, nous sommes arrivés à Birkenau. C'est là que nous avons vu ce qu'était Birkenau. En comparaison de notre bloc, où nous avions quand même une couverture et un lit en bois, nous avions l'impression de sortir du paradis et de rentrer dans l'enfer. Déjà l'odeur, la boue, c'était un marécage, un ancien marécage, Birkenau, avec ses énormes rangées de baraques. Et ce bloc où il y avait les installations électriques pour le docteur Schumann était un peu à l'écart du camp. Il nous a mis en file indienne l'une après l'autre, les 30 femmes, et nous avons passé dans cet appareil de radiographie, l'une après l'autre, comme ça. Mais il n'y avait pas d'appareil de contrôle, ni rien du tout. C'était vraiment tout à fait sommaire. Il y avait 2 grands montants avec des cubes de bois. Donc on avait un cube devant, un cube derrière. On se mettait donc dans ces 2 grands bras, un cube devant, un cube derrière, là. Et puis il nous disait « Entrez, sortez, entrez ». Sortez, entrez, sortez. Donc on faisait absolument ce qu'il nous disait. Les médecins concernés, ces femmes repartaient directement à Birkenau. Et à Birkenau, la vie était possible en résistant une dizaine de jours, pas plus. Et ma mère, forcément,
si à la descente de notre convoi, elle avait convenu, après le médecin pensait qu'elle n'était plus, elle ne l'intéressait plus, donc avec d'autres femmes, au fur et à mesure que ça manquait d'intérêt pour eux, eh bien il les renvoyait carrément à Birkenau. Comme il arrivait des convois de l'étranger tous les jours, il pouvait retourner à l'arrivée des convois et reprendre des femmes comme il voulait, comme il désirait. Sur ces entrefaits, quand nous étions au bloc 10, un jour, nous avons entendu des fusillades. Le bloc à côté de nous était séparé par une grande cour, et notre bloc était le bloc 10, et à côté était le bloc 11. Et un jour, nous avons entendu des coups, pas une fusillade, mais des coups réguliers de tir. Et alors là, nous avons vu un monceau de cadavres, des gens nus, des hommes nus, mais des cadavres tout récents, qui venaient des fusillades. Alors on était désespérés de voir ces fusillades. On a vu au bout, entre les deux blocs, un mur où les condamnés étaient fusillés, mais un par un, et les cadavres immédiatement mis dans le coin juste où nous avions notre fenêtre qui surnageait. La cour pleine de sang, et puis brusquement, on voit sortir des hommes de ce bloc, toujours par ce petit trou, et ils chantent la romance de Paris, on va revoir Paname. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des Français qui chantent là dans la cour. Alors on a regardé, et ils étaient tous occupés à chanter, ils étaient rangés par 5, les cadavres avaient été évacués, la cour était en plein de sang, et eux avaient le courage de chanter la romance, des chansons de Charles Trenet, enfin des chansons de l'époque. On en était sidérés, et nous étions en larmes, on était sidérés, on s'est dit, ben, si eux ont le courage de faire ça, ben, il faut que nous ayons le même courage. Donc, comme ils étaient le bloc juste à côté de nous et que nous ne sortions pas, c'est eux qui nous emmenaient la nourriture. Or, ils déposaient la nourriture, les bidons de soupe, le pain, juste à l'entrée de notre bloc. Or, à l'entrée de notre bloc, les femmes SS avaient une chambre à elles, où elles se tenaient pour la surveillance du bloc. Or, ces femmes qui nous surveillaient, elles avaient une priorité parce qu'elles étaient enceintes et elles attendaient un bébé, mais déjà très très avancé. Donc elles ne sortaient pas travailler comme les autres femmes SS à occuper en commando. Alors, quand ces Français sont rentrés la première fois, par hasard, ce sont les Belges et les Françaises qui venaient réceptionner la nourriture, parce que les hommes entraient et sortaient. Et nous, il fallait réceptionner la nourriture pour après la diviser et la distribution. Or, certaines femmes SS, comme elles étaient vraiment très très avancées, des fois elles dormaient, elles ne se déplaçaient pas pour surveiller. Alors on a pu échanger quelques mots avec ces prisonniers français. Puis ne vous découragez pas les gamines. On ne disait pas les filles à l'époque. Ne vous découragez pas les gamines, à la Noël on sera à la maison, vous en faites pas, on les aura, ils sont foutus. Et ils nous ont vraiment complètement bouleversé notre morale. Et on a discuté avec eux, bien sûr, on a parlé, on a pu échanger quelques mots, mais répéter tous les jours, on a fini par faire connaissance avec ses camarades. Et au milieu de ces hommes, il y en a un, et j'avais 20 ans, hein, je n'avais pas 20 ans. Bien sûr, je trouve que c'est miraculeux
que dans des conditions pareilles, dans des camps comme ça, avec la mort, je crois que la vie était encore plus précieuse. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Et Aimé a été arrêté donc comme militant communiste et résistant à Vincennes, parce que quelqu'un de leur groupe avait été arrêté et torturé, malmené, et il a commencé à parler. Et c'est comme ça que tout le groupe de Vincennes a été arrêté. Et après, dans les prisons, ont été triés. Il y a une camarade qui est partie à Ravensbrück, et la plupart ont été en prison, et Aimé, il a été condamné à la déportation. Aimé, après, ils sont partis travailler en commando. Et c'est-à-dire que là, ils ne venaient plus au bloc 10, mais comme nous, de temps en temps, on sortait cueillir des herbes pour le laboratoire du caoutchouc synthétique, on pouvait sortir, et puis les prairies, elles se trouvaient autour de ces énormes bâtiments de l'intendance. Tu comprends? Donc on pouvait échanger quelques mots, on ne s'est pas perdu de vue. Et comme Aimé, il essayait d'organiser un peu de nourriture qu'il rentrait le soir au camp, tu comprends, pour pouvoir partager avec les autres déportés. Il risquait beaucoup, il risquait énormément, mais il était un petit peu... c'était dans son caractère. Il était vraiment d'un sang-froid étonnant, et puis d'une audace un petit peu hors de l'ordinaire. Un jour, on s'est embrassé là, parce qu'il y avait une pompe, tu sais, pour l'électricité et l'eau, et je m'étais intercalée là-dedans, et puis on s'était embrassé. Et le SS, bien sûr, il a ouvert la porte, et donc Aimé a été immédiatement mise à l'écart, et on a paru devant le commandant du camp. Il lui a été condamné à des coups de bastonnade. Et moi, j'ai été condamnée à aller dans un commando de travail de terrassement. Et c'est le docteur Schumann qui a dit non, touchez pas à mes cobayes. Tu vois, donc j'ai échappé à la corvée de terrassement. Mais écoute, c'était déjà très tard, hein. C'était déjà en novembre 1944. C'était très très tard. Et c'est ce qui nous a sauvés. Ça aurait été plutôt... Et puis à un moment donné, au camp d'Auschwitz, il y a eu un commandant qui est venu, Lee Peitschel, et qui avait des accointances un petit peu avec, tu sais, la bande des officiers supérieurs qui avaient commis l'attentat. Parce que lorsqu'il est arrivé, nous ne savions pas. Mais un beau jour, on nous a dit, bon, c'est plus la peine de saluer les SS, c'est plus la peine, entre prisonniers, hein, on s'est dit, c'est plus la peine, il y a un changement total, il y a déjà moins de convois qui arrivent, le commandant, il se promène sans garde dans le camp, et tu vois, il n'est pas resté longtemps, malheureusement. Et c'est à cette époque-là que, autrement, je ne sais pas, on aurait été envoyés à Birkenau tous les deux, on ne serait pas revenus, hein. Il faut tenir compte de l'époque aussi, c'est très important. On a eu juste le temps de se dire où il fallait s'écrire si on était libéré, c'est tout. Il dit, écoute, si on survit, tu écriras poste restant dans le 12e arrondissement. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Parce que lorsque nous avons été libérés, rien n'était prévu pour ça. Rien. Rien. Tu vois, on a été rapatriés par camion ouvert, alors que certains prisonniers de guerre qui avaient travaillé dans des fermes sont revenus par avion. Tu vois, ça a été très... Heureusement qu'on est toujours resté entre nous. Tu vois, on est toujours resté entre les quelques
déportés, on ne s'est pas séparés. Après la libération, on a été remis dans un camp de regroupement de tous les pays, des ressortissants occidentaux. Les Russes, eux, se sont débrouillés tout seuls. Ils sont partis avec des chevaux, avec des charrettes, avec n'importe quoi. Ils avaient l'habitude. Ils sont partis directement chez eux. Mais nous, tu vois, en zone soviétique, il a fallu attendre que des délégations des pays occidentaux viennent nous chercher. Et après, on a été regroupés à Torgau, dans ce camp énorme, où il y a eu la jonction de l'armée soviétique, de l'armée anglaise et de l'armée américaine. Et là, il n'y avait pas encore la guerre froide. Donc les soldats, ils se mélangeaient, ils étaient tous ivres-morts, je te dirais. Ben oui, mais écoute, c'était des jeunes. Hein, c'était pour eux la fin de la guerre. Ils avaient traversé, tu te rends compte ce qu'ils avaient traversé? Moi, je me souviens des soldats ivres-morts, hein. Autant américains qu'ils échangeaient le whisky avec la vodka, ça faisait aucun problème. Hein. Et alors nous, on était dans cet immense camp de rapatriement avec les prisonniers de guerre, mais personne ne nous a aidés. Nous sommes restés un petit bloc là, de femmes entre nous, pleines de poux encore, misérables, sous-alimentées, et alors habillées de briques et de broc. On était tellement déconnectés. Moi, j'avais une chaussure 35 et une chaussure 40. Tu sais, quand j'ai appris par les jeunes filles qui travaillaient au bureau politique que mon frère était arrivé, mon frère a été arrêté dans une rafle à Bruxelles, il y avait eu un attentat, et ils ont raflé la population, et mon frère était dedans. 15 ans. 15 ans. Il est arrivé à Auschwitz, pas à Birkenau, il est arrivé dans le camp d'Auschwitz, dans un bloc de Polonais. Un jeune gamin de 15 ans sans aucune défense dans un bloc de Polonais. J'aime mieux te dire, ben Aimé, je lui ai tout de suite dit, écoute, mon jeune frère est arrivé. Margit, elle s'appelait Margit, la fille qui travaillait au département politique, elle était interprète. Et elle m'a tout de suite dit, ton frère est arrivé. Elle connaissait mon nom. Elle se dit, un convoi belge, tiens, je vais lire la liste. Elle est tout de suite tombée. J'ai tout de suite immédiatement dessus. Aimé s'est renseigné où étaient arrivés les nouveaux arrivants du convoi belge. Eh bien, il a tout de suite trouvé mon frère. Il s'est battu avec les Polonais pour qu'ils le laissent tranquille. Malheureusement, mon frère, et je dois te dire sincèrement, comme mon père, je n'ai pas voulu savoir comment ils sont morts. Parce que moi, je connais leur souffrance. Ça, c'est invivable. Je ne peux pas imaginer comment un gamin de 15 ans, dans quelle souffrance atroce il a pu mourir. Et mon père, je veux pas. Tu vois, pour moi, il fait partie de ces milliers et milliers d'anonymes. C'est un cimetière commun, si tu veux, mais je peux pas y penser. Je ne peux pas y penser. Et quand il y a une fille qui a recherché les archives à Bruxelles, tu vois, pour les livres et ainsi de suite, elle a dit, ton frère est mort à Buchenwald. J'ai dit non, ne me dis pas. Ne me dis pas, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas, parce que moi, je sais dans quelle souffrance ils sont morts. Tu vois, c'est la seule chose qui me permette d'avoir du recul, je ne peux pas. Je peux pas penser à la mort de ma mère, parce qu'elle, je sais, malheureusement, je ne peux pas, tu vois. Il faut que je me protège de ça. Genia parvient finalement à rejoindre Bruxelles dans l'été 1945. Mais plus personne ne l'y attend.
Ses grands-parents, émigrés à New York dès les années 20, l'invitent à les rejoindre, lui envoyant même l'argent et les billets. Mais Genia décide finalement de rejoindre Aimé à Paris. Oui, j'ai pris le métro. Et alors, je me suis perdue dans le métro, bien sûr, parce que je me suis trompée de destination. Et puis, j'ai quand même trouvé l'adresse, le 12e arrondissement. Il m'avait donné une adresse, hein, bien sûr. Et puis, je l'ai trouvée. Puis, on ne s'est plus jamais quitté. Mais Aimé, il a repris immédiatement, comme s'il n'avait jamais été à Auschwitz. Et il avait une vitalité, quelque chose d'incroyable. Moi, c'est ce qui m'a permis de vivre, je dois te dire sincèrement. Vraiment, et c'est ce qui m'a permis de vivre. Ses parents habitaient la Bastille et ils étaient gardiens d'une banque. Et il y avait des appartements de libre. Tu sais, les mansardes parisiennes n'étaient pas toujours habitées. Donc on avait 2 petites mansardes, là. Mais on était heureux, on était heureux. 2 petites mansardes, des meubles faits avec des caisses de bois, des caisses d'oranges. Tu sais, les oranges étaient un luxe en 1945. Les oranges venaient enveloppées dans du papier de soie individuel, chaque orange. Donc c'était dans des caisses de bois, mais ça nous faisait nos meubles. Oui, oui, c'était vraiment voulu et espéré, oui. Mais enfin, il y a eu quelques fausses couches avant, hein. À cause des radiations, tu vois, il y a eu quand même quelques fausses couches avant. Et en 1947, bon, j'ai eu la chance d'avoir mon fils, dis donc, qui a 70 ans. Il vient d'avoir 70 ans. Il me dit toujours, maman, tu sais l'âge que j'ai, parce que moi je lui parle comme un gamin. Il dit, maman, tu sais l'âge que j'ai? Une période où il y avait encore de grands manques, où tout était rationné, mais que la moindre des choses prenait une valeur, une saveur extraordinaire. On manquait encore de beaucoup de choses. La preuve, c'est qu'en tant que déporté, Aimé a eu une priorité pour pouvoir acheter 2 casseroles, parce que les matériaux étaient encore très très rares. On avait des meubles avec les caisses d'orange qui venaient emballer individuellement dans du papier de soie. C'était une période extraordinaire parce qu'on appréciait la moindre des choses. Et puis apprécier la liberté, les lois sociales, une expansion extraordinaire des lois sociales. On avait des petits vieux qui n'avaient jamais cotisé, qui n'avaient jamais rien, qui touchaient des petites retraites. C'était extraordinaire. Vraiment, c'était un renouveau formidable. C'était la vie, vraiment la vie. On se contentait de très peu de choses et on appréciait la moindre des choses. Moi, j'appréciais le moindre morceau de savon, d'avoir été privé si longtemps de savon. C'était quelque chose de fabuleux, de fabuleux. Et puis d'avoir un enfant.
Pendant ses premières années de bonheur retrouvé, Aimé enchaîne les métiers. Il est d'abord chauffeur pour les inspecteurs du Conseil d'État qui se rendent partout en France pour préparer la reconstruction. Il est ensuite chauffeur pour l'ambassade de l'Union soviétique à Paris lors des grandes conférences internationales qui ont lieu après-guerre. Il devient alors garde du corps d'André Marty, puis de Benoît Frachon et de Jacques Duclos, le secrétaire général du Parti communiste français. Mais toutes ces missions l'ont épuisé. Il est soigné pour une tuberculose et son état général décline. Leur médecin leur prescrit alors de se mettre au vert. On s'est mis à la recherche d'une petite maison et où veux-tu qu'on puisse trouver une maison? Quand on est à Paris, dans la banlieue parisienne, et qu'on cherche une petite maison, C'est la Nièvre ou Lyon. c'est vrai que C'était les deux départements. les plus abordables. Voilà. Et à ce moment-là, nous avions dans l'Humanité un petit marchand, c'était même pas un marchand de biens, un monsieur qui habitait Villiers-le-Sec, qui faisait un petit peu de commerce de vin, de choses comme ça, et il mettait sur l'Humanité des annonces pour la Nièvre, des petites maisons. Et à ce moment-là, il y avait un tas de petites fermettes dont les vieux étaient décédés et qui étaient à vendre, mais il y en avait à foison. Tu sais, c'est joli, c'était vallonné, c'était bien. Et puis, mon enfance était bercée par Romain Roland. Romain Roland. Romain Roland, c'était le grand homme. Hein. Enfin, c'était vraiment bucolique, hein, la vie. Et Mais puis un pays de cocagne, quoi, avec les forêts, les champignons. Tout à le fait un gibier. pays de cocagne. Vraiment. Il y avait du poisson dans le Meuvron encore. Il y avait les lapins dans les friches. Et ton mari aimait, il chassait, il pêchait. Ah ben c'était l'homme de la nature, vraiment. C'était pas un citadin du tout. On a fait venir des copains. Les copains qu'on avait dans la région parisienne, on leur a dit, écoutez, il y a un tas de petites maisons, c'est pas cher, ne fût-ce que pour votre retraite ou même pour venir en vacances. Alors ça s'appelait la banlieue rouge d'ailleurs. Courcelles s'appelait la banlieue rouge. Carrément. On a fait venir un tas de copains de la région parisienne. Et puis Aimé était candidat pour les cantonales, pour le Parti communiste, tu vois. On a continué mais très très bien intégré dans la population et puis sans aucun. Alors comme Aimé était à peu près le seul bricoleur de Il Courcelles, savait tout réparer. et quand une vache vélait, on appelait Aimé. Quand il y avait un poste de radio à réparer, on appelait Aimé. Eh bien, moi, je suis très, très calme sur ce sujet. Bien sûr, il y a eu des choses tout à fait condamnables, tout à fait condamnables, mais en comparaison du crime du capitalisme, en comparaison des crimes du colonialisme, en comparaison des génocides généralisés maintenant, on peut difficilement faire le poids des misères, des difficultés. Mais regardons la différence. Le communisme a quand même fait rêver des continents entiers. L'idée communiste a fait quand même rêver. Est-ce que l'idée capitaliste fait rêver? Est-ce que vous rêvez du régime que l'on vit actuellement? Est-ce que les jeunes, est-ce que l'on leur laisse la place au rêve? Moi, toute ma vie, j'ai rêvé, je continue à rêver. Je continue à être optimiste dans l'humanité.
Mais ce n'est pas le régime capitaliste qui m'y incite. C'est ma fondation même de communiste. Bien sûr que je regrette tout ce qui a été fait. Et il y a une chose aussi. S'il n'y avait pas eu l'Union soviétique, vous croyez que je serais occupée à discuter avec vous maintenant? Supposez un instant que les nazis auraient gagné la guerre. Vous croyez qu'on serait occupé en toute amitié, en toute chaleur humaine à discuter entre nous, même si vous n'avez pas les mêmes idées, même si vous pensez exactement le contraire? Pensez un instant à cela. Parce qu'il faut quand même vous rendre compte que les États-Unis sont intervenus en 1944 et qu'on était occupé depuis 1940. Ça fait 4 ans. Moi, je sais qu'à mon époque, s'il n'y avait pas eu l'Union soviétique, je ne serais pas là. Sans aucune discussion, avec tous les défauts. C'est difficile, mais tu sais, les débuts de la résistance, tu ne crois pas qu'il y avait 40 millions de résistants en France? On était très peu nombreux, puis dans les autres pays. En Belgique, c'était la même chose. On était très peu nombreux. Les gens n'avaient pas compris. Les gens se pliaient docilement. Tu vois, n'avaient aucun esprit de résistance. Et petit à petit, ça se fait quand même. La vie leur prouve le contraire. Je crois que les mouvements de masse, j'ai l'impression que c'est très difficile. Les choses ont changé parce que les actions collectives ont changé. Les gens sont devenus très individualistes. Il faut se cogner à cela. C'est épouvantable parce que moi j'ai connu une autre époque. Mais on peut, si on réfléchit, si on n'est pas complètement abruti par la télévision et la presse, si on réfléchit vraiment, on peut même personnellement avoir une attitude qui prouve cette indignation. Moi, j'en suis persuadée. Vous avez eu des classes sociales, des ouvriers qui ont peiné toute leur vie durement. Ils avaient un seul espoir, c'est que leurs enfants fassent des études et aient une vie meilleure qu'eux. Ces enfants, que sont-ils devenus? Une classe moyenne, oubliant absolument la condition de leurs parents. Le confort, les vacances, c'est justifié tout ça. Le confort, le progrès, les vacances, une meilleure voiture. On ne se promène pas dans une vieille bagnole quand le voisin en a une neuve. On en veut une neuve aussi. On s'endette. Quand on s'endette, on a peur de perdre son travail, donc on se tait. Il n'y a plus ni de révolte. On essaye de s'enfermer soi-même dans son petit cocon pour s'en sortir le mieux possible. Il n'y a plus de grands mouvements collectifs. Ce que je regrette, le manque de poètes, le manque de rêves, le manque d'humanité, en un mot, le manque d'humanité, ça me manque. La chaleur humaine, qu'est-ce qui peut remplacer la chaleur humaine? Est-ce qu'une tablette, est-ce qu'un Internet, est-ce que ces choses-là peuvent remplacer un simple contact, une main? La main, un baiser, un mot d'amitié, est-ce que ça peut être remplacé par tout ça? Alors moi je ne désespère pas. Surtout le contact avec les jeunes, moi je les regarde. C'est vrai qu'ils sont beaux. C'est une belle génération. Ils sont vraiment, mais ils sont à mon goût un peu trop gâtés. Pas assez endurcis. Pas assez combatifs, pas assez endurcis. Je le regrette. Ils sont trop gâtés. C'est dommage. Parce qu'ils n'apprécient plus, ils n'ont plus l'appréciation, c'est idiot ce que je veux dire peut-être, mais d'un morceau de pain. Quand on a eu vraiment faim, ou alors un morceau de savon.
quand on est resté des mois et des mois sans se laver, qu'on sent mauvais, qu'on a des poux, qu'on a la gale, un morceau de savon, ce que ça peut représenter, bien, ils ont perdu de la valeur de ces petites choses. C'est ça que je regrette pour eux. Et alors, on sait bien que c'est l'argent la base de tout. L'argent, je me souviens, en 1945, l'État était conduit par des grands commis de l'État. Il n'était pas question d'argent. Ces gens-là étaient commis, ils étaient des républicains, des commis de l'État, mais pas de banquiers. Ils ne venaient pas de la banque Rothschild, ces gens-là. C'est ça la différence. Et le mot démocratie, je trouve que c'est magnifique. Magnifique. Encore faut-il qu'elle soit vraie. Faut-il que l'argent ne s'en accapare pas. Et l'argent, c'est beaucoup, hein. Quand l'argent s'accapare, quand les banques s'accaparent du mot démocratie, je doute que ce soit vraiment démocratique. Vraiment. Moi, je pense qu'il y a surtout un manque d'éducation. On a voulu abrutir des générations entières en le détournant de l'attention, en le détournant de l'esprit de résistance, en le détournant de la clairvoyance du citoyen. Tu comprends? Le dégoûtant, on dit les partis ça sert à rien, les syndicats ça sert à rien, ça sert à rien d'aller voter. On désespère les gens en les désarmant complètement. Hein. Si tu n'as pas en toi cet éveil de, comme dit Hessel, d'indignation, mais ça ne va pas pouvoir toujours durer comme ça. Seulement, tu comprends ce qu'il y a, c'est que quand tu as quelque chose comme ça, que tu as une idée, il ne faut pas compter sur les autres pour la réaliser. Il faut que tu sois toi-même conscient que toi-même tu peux y participer. Il ne faut pas déléguer aux autres ce que tu peux faire toi-même. Un homme seul ne peut rien. Mais 100 peuvent quelque chose, 1000 peuvent quelque chose, 10 000 peuvent quelque chose. Seulement, il faut que chacun soit conscient que lui-même est un individu et qu'il ne peut pas déléguer à son voisin « Ah ben, t'as qu'à te battre, si mon salaire augmente, si ton salaire augmente, je vais en profiter aussi. » Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Parce que tu vois, à un moment donné, les communistes, c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes battus pour les autres. Quand il y avait une revendication importante pour une amélioration de la vie, on s'est battus. Mais les autres ne nous ont pas suivis, ils en ont profité. Regarde dans une grande boîte, quand il y a une grève et qu'il y a une amélioration des conditions, mais ceux qui n'ont pas été grévistes en profitent aussi. Mais si tu leur dis, bon, t'as pas fait grève, t'as qu'à pas en profiter, ça marche pas non plus. Tu vois, c'est ça qui est... Quand tu as été un militant toute ta vie, que tu t'es battu toujours pour les autres, ça a été une faute. Parce que l'autre, il attendait que toi, tu te fasses dérouiller pour profiter des avantages. D'où le manque de syndicats, le manque d'organisation, le manque de compréhension, le manque de... Qu'ils essayent de s'éduquer par eux-mêmes, qu'ils cherchent par eux-mêmes, qu'ils se disent « Que vais-je faire de ma vie ?» C'est l'essentiel. Qu'ils fassent quelque chose de leur vie. Qu'ils fassent des bêtises, qu'ils fassent n'importe quoi, mais qu'ils fassent quelque chose. Pas comme un légume devant la télévision ou devant leur virtuel. Qu'ils fassent quelque chose, n'importe quoi. C'est ça l'important. L'être humain a besoin d'amour, a besoin d'amitié. Ou alors celui qui vit sans amour, sans amitié, bon ben, quelle vie a-t-il, qu'a-t-il fait de sa vie ? Toujours rêver d'un monde meilleur, toujours. Le monde ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Parce qu'on détruit la nature, on détruit l'eau, on s'empoisonne littéralement. Hein, et les jeunes et les gens compensent leur mal-vivre
par la boisson, enfin par tout ce que tu veux. Moi, je ne jette pas la pierre, hein, au contraire. Au contraire, je constate que les gens sont malheureux et ont besoin d'une compensation. Alors qu'il serait tellement facile d'être chaleureux entre soi, de voir, de rêver un peu, d'avoir un horizon de la vie. Regarde la campagne, la verdure, la nature, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'on est occupé à tout tuer. Pourquoi? Pour l'argent. Il faut que ce soit rentable. On fait des légumes empoisonnés, mais il faut que ça rapporte. On tue les abeilles, il faut que ça rapporte. Alors que le miel serait aussi un bon rapport que le reste, non. Et c'est voulu, moi j'ai l'impression que c'est voulu vraiment pour abêtir les gens, pour qu'il n'y ait pas de réaction. Parce que les réactions, c'est toujours, tu vois, c'est vrai qu'on réagit de moins en moins, il faut le dire comme c'est. Tu vois, et le jour où on sera vraiment amorphe, où on sera comme des zombies, alors là, chacun aura une pendule qui commandera ses gestes, ce qui se fait déjà dans des grandes surfaces. Les ouvriers travaillent avec une pendule pour calculer leurs mouvements, calculer combien de temps ils prennent pour faire les commandes et comment ça va marcher. Dans les grandes surfaces, on cherche des caisses que les gens fassent leur compte eux-mêmes pour qu'il n'y ait plus de caissières. Allons, continuons comme ça. Ben, les gens vont devenir des zombies. En me rapprochant de la CIMAD ces dernières années, j'ai rencontré Manu Nimi, un mineur isolé originaire de Kinshasa au Congo. L'envie m'est venue de les faire se rencontrer. Les camps de concentration, c'était la répression contre les résistants, contre tous ceux qui étaient contre les nazis. Et les camps d'extermination, c'était pour exterminer des populations comme les juifs, les tziganes, les homosexuels, tu vois, tout ce qui était anti-nazi était dans des camps d'extermination. Ils ne devaient pas sortir du camp. Tu vois, alors que les camps de concentration, c'était un régime très très dur, mais tout à fait différent. Alors tu vois là, tu as le nom du camp, et alors tu as le camp de particulier d'Auschwitz, c'est qu'il était en même temps camp de concentration pour la population polonaise et camp d'extermination pour les populations juives et tziganes. Tu vois, il y a 4 millions d'exterminés C'est à à Auschwitz, Auschwitz. que Genia a passé plus de 2 ans. Beaucoup de gens la connaissent déjà, directement ou simplement de vue ou de nom, puisque même au lycée Raoul Follereau de Nevers, une salle porte déjà son nom. Son visage apparaît régulièrement pour témoigner de la déportation et de l'horreur des camps nazis. Mais avant son arrestation, avant sa déportation, avant Auschwitz, avant Birkenau, avant Ravensbrück, Genia Obeuf a été une migrante, une clandestine, une sans-papier. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'elle est venue témoigner cet après-midi, ici. J'ai donc l'honneur, l'avantage et surtout le plaisir de vous présenter Madame Genia Goldgicht Obeuf. Mesdames, Messieurs, il m'a semblé indispensable aujourd'hui d'être parmi vous
Je sais ce que c'est que d'être sans papier. Je sais ce que c'est que d'être pourchassé. Je sais ce que c'est que l'arrestation. Je sais ce qu'était Auschwitz et Ravensbrück. Mais je sais aussi l'importance qu'avait dans les jours les plus tristes, les plus abominables, avec tant de lâcheté et de cruauté, j'ai su ce que c'était qu'un sourire. J'ai su ce que c'était une main tendue. J'ai su ce que c'était un mot, un regard, une lueur dans les gens qui vous regardent. J'ai su ce que c'était. Et maintenant, quand j'ouvre mes volets le matin, que je vois les jeunes qui s'en vont à l'école, je vois les gens qui parlent des gens que je ne connais pas, absolument, et qui me disent avec un sourire épanoui, « Bonjour madame, comment ça va ?» J'en suis remuée. Ma journée prend sa valeur. Et qu'il y a-t-il de plus beau que de sentir un peu de chaleur humaine dans ce monde triste, désabusé, très difficile, où la haine est tellement prégnante, c'est épouvantable. Alors je pense qu'avec l'esprit résistant, on peut résister rien que par un mot, un regard, un bonjour. C'est très très important et votre présence aujourd'hui témoigne de ce simple intérêt humain. Merci à vous, vous me faites chaud au cœur et je pense que nous n'avons pas souffert pour rien. Et l'amour naîtra un jour. La 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 C'est mon opinion, mais je n'ai pas changé. Hein. Moi, je rêve toujours. Je rêve de la nature, je rêve de l'amitié, je rêve de la chaleur humaine, je rêve de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'être amoureux? Ça n'empêche pas de faire des conneries, hein. Ça n'empêche pas de faire des bêtises. Mais c'est vrai que c'est beau. Je voudrais leur dire qu'un jour viendra la paix. Je voudrais leur dire qu'un jour viendra la paix. Oui, la paix, chantons tous la paix. Et l'amour renaîtra un jour. Oui, la paix, chantons tous la paix. Et l'amour renaîtra un jour. À la jeunesse du monde, l'avenir est dans nos mains. Les efforts de tous bâtiront un monde nouveau. La 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 la.